Bienvenue dans Fil Directeur, le nouveau podcast des élèves directrices et directeurs d'hôpital qui décrypte les enjeux de ce métier passionnant, trop peu connu et pourtant central dans notre système de santé. L'hôpital. Plus de 700 000 enfants y naissent chaque année. Nous y passons tous au moins une fois au cours de nos vies. Et souvent nous y sommes accompagnés dans nos derniers instants. Nous partageons tous un rapport viscéral à l'hôpital, entre attachement et repoussoir. Des séries américaines remplies de docteurs héroïques aux fermetures médiatiques de maternité, en passant par les nuits d'attente aux urgences. Mais l'hôpital, c'est plus de 200 métiers et souvent le premier employeur de la ville. Une structure complexe, fragile, plus que jamais au cœur de tous nos enjeux de société. Entre crise sanitaire, vieillissement démographique, mais aussi innovation, prise en soin de toutes et tous, riches comme pauvres, avec ou sans papier. Alors, savez-vous qui dirige cette petite ville dans la ville ? Pour répondre à cette question, nous sommes partis à la rencontre de femmes et d'hommes, directrices et directeurs, en exercice dans toute la France. Vous êtes dans Fil Directeur. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Paris, auprès de la Fédération hospitalière de France, la FHF, qui fédère 4800 établissements publics, qu'il s'agisse d'hôpitaux ou de structures sociales et médico-sociales. La FHF est un appui important pour les hospitaliers et les directeurs qui s'appuient sur la FHF et ses travaux. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Zeina Brié, déléguée générale de la FHF depuis 2018 et directrice d'hôpital. Bonjour Zeina Brié et merci d'être avec nous. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et présenter la fédération et vos fonctions actuelles ? Oui, Zeina Brié, donc déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, qui regroupe la totalité des établissements publics à la fois sanitaires, établissements publics de santé, qu'il s'agisse des centres hospitaliers universitaires, des groupements hospitaliers de territoire ou encore des hôpitaux labellisés, hôpitaux de proximité, ainsi que les structures médico-sociales, les services médico-sociaux dédiés au grand âge et au handicap. Mon rôle est à la fois d'accompagner notre président Arnaud Robinet, maire de Reims, président de la Fédération hospitalière de France, et d'assurer le bon fonctionnement de notre fédération, là où vous êtes aujourd'hui, à la fois d'accompagner au quotidien cette équipe d'experts, et puis de répondre, mais on le verra tout au long de cet échange, de répondre à la fois aux impératifs de santé, promouvoir l'exercice des professionnels, promouvoir aussi le fonctionnement et l'excellence de nos établissements publics. Donc, si nous revenons sur votre parcours, vous avez d'abord été infirmière diplômée d'État avant de vous orienter vers des fonctions de direction, soit une double culture soignante et managériale. Qu'est-ce qui a été décisif dans ce choix de trajectoire et qu'est-ce que votre expérience soignante vous a apporté dans votre manière de diriger un établissement ? Alors je dirais 2 faits marquants, un d'ordre juridique et puis un d'ordre organisationnel. Le premier qui est d'ordre juridique, il s'agissait d'une prise en charge d'un patient qui a amené à interroger à la fois sur le plan administratif et juridique les circonstances de cette prise en charge et donc qui m'a amené tout naturellement à m'intéresser au droit. Le second est plutôt d'ordre organisationnel et il concerne ce que l'on qualifie bien volontiers aujourd'hui des irritants du quotidien. Et puis, puisque vous m'avez demandé qu'est-ce que cette expérience soignante m'a apporté dans ma manière de diriger des établissements, elle m'a apporté d'abord une fine connaissance de l'antre de l'hôpital. Et puis, elle m'a aussi inculqué la nécessité de l'aller vers les équipes, à la fois pour échanger, les écouter, mais surtout également aborder tous les sujets, y compris les plus difficiles. Au vu de la richesse de votre parcours de directrice, y a-t-il des dossiers ou des événements marquants qui vous ont particulièrement touché et quelle a été votre fonction préférée ? Alors, ce qui m'a particulièrement marquée et qui a structuré ma manière d'exercer ce métier de directrice d'hôpital, c'est d'une part, et notamment en qualité de chef d'établissement, c'est d'une part les enjeux de santé publique à l'échelle des territoires. Et de constater combien la force des énergies à l'échelle du territoire, qu'il s'agisse bien sûr des autorités locales, maires, mais qu'il s'agisse aussi du tissu associatif, était absolument nécessaire pour à la fois
positionner le rôle de l'établissement et son rôle structurant à l'échelle des territoires et essayer de canaliser toutes les attentes, certes légitimes, à la fois des décideurs locaux, mais également des partenaires sociaux ou économiques sur le rôle, la place de l'hôpital et de ses équipes. Et cette ouverture, elle est très importante dans un métier de directeur d'hôpital. Aujourd'hui, elle est peut-être plus aisée et plus compréhensive dans la mesure où nous raisonnons de plus en plus en termes de population, en termes de santé, une santé globale, en termes de parcours de soins. Mais il y a quelques années, ce n'était pas si évident que cela. Et parler de territorialité en santé, échanger avec l'élu local sur la question de santé, la question de l'hôpital, je dois vous dire que c'était assez précurseur, voire pour certains peut-être lunaire. Très bien. Donc vous avez dirigé des établissements très différents en taille et en activité, psychiatrie, MCO, médico-social. C'est un atout pour vos fonctions actuelles et votre vision fine du système de santé. Avez-vous développé des constantes dans votre style de management, quel que soit le type d'établissement? Tout d'abord, des bases solides de connaissances et d'expertise propres aux directeurs d'hôpital. Et puis, en termes de constantes, je dirais l'écoute, la pédagogie, le dialogue, l'accompagnement, le travail d'équipe, la notion du collectif, parce que diriger un établissement de santé, diriger une structure médico-sociale, c'est avant tout une formidable aventure humaine. Et elle est d'autant plus humaine que tous les jours, nous sommes face à des humains qui prennent en charge et qui accompagnent d'autres humains, et avec tout ce que cela suppose, puisque l'hôpital est bien le microcosme et le reflet de notre société. Donc c'est une formidable aventure humaine. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce podcast et on va évoquer la FHF et le contexte national pour nos établissements. Alors, tout d'abord, pourquoi êtes-vous devenu délégué général de la FHF? Frédéric Valtou, président de la FHF lors de votre nomination, avait déclaré que vous incarniez l'ensemble des spécificités et des sensibilités de la fédération. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous de représenter tous les hôpitaux publics? C'est de promouvoir une offre de soins publics, d'excellence, accessible à toutes et tous, et fondée sur un pacte social et républicain, et qui constitue, et aujourd'hui nous le voyons, compte tenu du contexte et national et international, vraiment le ciment de notre démocratie. Et dans ce cadre-là, défendre, à la fois dans le cadre des missions de la FHF, qui sont de défendre et de promouvoir cette offre qui est réalisée notamment par les établissements publics de santé. Qu'est-ce que ça veut dire, de la défendre et la promouvoir? C'est éclairer les décideurs publics au plan national, nos parlementaires, c'est animer et fédérer le réseau des établissements, mais aussi l'écosystème santé et l'ensemble des partenaires qui le constituent. Et puis, c'est bien sûr valoriser ce travail. Vous le savez, les hospitaliers sont assez modestes dans l'âme. Donc, souvent, on va aller examiner ce qui ne fonctionne pas, mais on ne regarde jamais assez ce qui majoritairement fonctionne, parce que nous sommes modestes dans l'exercice de nos fonctions et que nous sommes avant tout là au service des autres et non pas à notre service. Donc bien mettre en avant tout ce qui est déjà fait dans nos beaux établissements. Tout à fait. Vous êtes la première femme déléguée de la FHF. Comment vivez-vous cette fonction à ce titre? Alors je dois dire, pour tout vous confesser, que j'ai essuyé une série de premières femmes, puisqu'il se trouve qu'avant d'être nommée à la FHF, j'exerçais au groupement hospitalier du Havre et j'étais la première femme à diriger le groupement hospitalier du Havre, et à ce jour, je suis la seule et unique femme à l'avoir dirigé. Et avant de diriger le groupe hospitalier du Havre, j'étais aussi la première femme
à diriger l'établissement public de santé mentale, le plus gros de France, Ville-Évrard. Mais depuis, il n'y a eu que des femmes pour l'instant. Et puis, au même moment, j'ai été la première femme, et je dois le dire, la seule femme encore à ce jour, élue présidente de la conférence des directeurs et directrices de centres hospitaliers. Donc vous voyez, il y a quand même encore un peu de chemin à faire au moment où alors lorsque j'ai fait mes études, nous n'étions pas majorité de femmes dans la promotion, mais je crois que quand même maintenant les promotions sont majoritairement féminines. Donc vous voyez, il y a encore, des marges de progression en la matière. Mais comment je le vis? Je le vis très bien. D'abord, je le vis avec passion, je le vis avec détermination et je le vis aussi avec une certaine ouverture. Et ce qui permet peut-être comment dirais-je, d'orienter tout cela, c'est que j'ai quand même une boussole et je l'avais d'ailleurs quand j'ai exercé mes fonctions de directrice, c'est l'intérêt général. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les missions de la FHF Mmh. et quelles sont les aides que la FHF apporte aux établissements, alors que d'ailleurs nous-mêmes, nous allons prochainement prendre des postes en établissement de santé? De 2 ordres, peut-être même de 3. Si nous laissons de côté tout ce qui concerne l'influence des politiques publiques en santé et des décideurs, je dirais les missions autres sont l'expertise, puisque nous avons la chance d'avoir ici une équipe experte et qui, a développé une expertise à la fois dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'IA, dans le domaine de l'organisation de l'offre de soins. Donc apporter des outils et puis des analyses juridiques et techniques à l'ensemble des établissements. L'autre volet, c'est l'accompagnement et l'accompagnement dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques, et aussi dans l'accompagnement dans des pratiques précurseurs, c'est-à-dire accompagner des projets, à titre expérimental qui nous permettent ensuite, nous, de les analyser et d'essayer de voir comment on peut le redéployer. Donc effectivement, pour vous, vous y trouverez, en tout cas je l'espère, les réponses à vos questions et puis surtout on compte aussi sur vous pour nous, soumettre, des champs à investiguer. Et alors justement, pour proposer cet accompagnement, comment est-ce que vous êtes organisé à la FHF et comment vous faites le lien avec les établissements sur le terrain? Oui. Alors, un peu comme en établissement et comme dans le cadre d'un groupement hospitalier, de territoire. Vous avez à la fois un volet politique, d'organisation politique et d'acculturation de l'ensemble des partenaires, qu'ils soient sociaux ou extérieurs, et puis vous avez un volet, d'expertise et de compétences. Tout d'abord, en ce qui concerne, les instances politiques de la FHF, elles sont effectivement très proches du terrain. Pourquoi? Parce que nous avons un conseil d'administration qui est essentiellement composé, des représentants des régions, élus locaux, ou élus nationaux, également, des chefs, des directeurs et directrices d'établissement, des présidents ou présidentes de commissions médicales d'établissement et puis, des doyens et des représentants des usagers issus des différentes, régions. Donc vous voyez, très en lien avec les problématiques territoriales des régions concernées. Ensuite, comme je vous l'indiquais, nous avons des pôles d'expertise à la FHF, comme je vous l'indiquais, ressources humaines, finances, IA, perspectives aussi internationales, européennes et internationales. Et par ailleurs, pour rester en contact avec, le terrain, parce que d'abord, nous sommes des personnes de terrain. Je vous évoquais la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, puisque j'ai quitté mon établissement pour venir à la FHF et donc être dans cette logique de décloisonnement. Donc déjà au sein de la FHF, les différents pôles sont totalement décloisonnés puisque nous raisonnons en filière et en parcours de soins dans toutes les thématiques que nous abordons. Et puis ensuite, nous avons mis en place des échanges très réguliers avec les délégués régionaux, qui eux-mêmes sont en lien avec leurs établissements, et puis bien sûr des échanges très importants avec l'ensemble des professionnels, puisque tous les groupes de travail que nous avons ou les commissions sont composés, sont pluridisciplinaires, et nous faisons appel à des personnes ressources. Et puis enfin, moi j'aime beaucoup, et le président aussi, nous déplacer. Donc nous sommes assez régulièrement, à la fois en Hexagone ou en Outre-mer, dans les établissements où nous ne faisons pas que visiter, nous échangeons et avec les instances dirigeantes, et avec les instances de gouvernance, et avec les équipes dans les services. Et j'aime autant vous dire que les échanges sont toujours très nourris,
Parce que souvent, parfois, il y a beaucoup d'attentes et c'est bien normal, mais parfois on pense que c'est le ministère de la Santé qui se déplace et c'est pas du tout ça, mais c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir de très bons échanges. Et en plus de ces échanges avec les établissements de santé un peu partout en France, on se demandait comment se positionnait la FHF dans l'ensemble de l'écosystème des acteurs de santé, entre les syndicats, les autres fédérations, les syndicats de médecins, les représentants du privé aussi. Est-ce que vraiment vous arrivez à représenter l'ensemble des établissements publics ou est-ce que vous êtes plutôt des porte-parole des managers de ces établissements? Alors, tout d'abord, vous dire que nous avons un rôle statutaire puisque nous sommes considérés comme le représentant des employeurs publics. Et donc, à ce titre, nous siégeons au Conseil commun de la fonction publique, nous siégeons au Conseil supérieur des professions médicales, nous siégeons aussi au Centre national de gestion, nous siégeons aussi dans des organismes paritaires où nous représentons le côté employeur, à la NFH, pour la formation hospitalière, au CGOS. Donc, autant vous dire que nous représentons largement et légitimement les établissements publics de santé, les établissements socio-médicaux, socio-publics et l'ensemble de leurs composantes. Et puis, en ce qui concerne aussi les sujets que nous portons, ces sujets-là concernent l'ensemble des catégories professionnelles, puisque à la fois nous avons eu un rôle déterminant dans l'évolution et la prise en compte des rémunérations et de l'investissement, mais je crois que nous y reviendrons, qu'il s'agisse du Ségur ou qu'il s'agisse pour les dirigeants et les directeurs d'hôpitaux de la réforme, de la fin de la réforme de la haute fonction publique et donc d'intégrer ce corps de direction dans la haute fonction publique. Cette troisième partie sera consacrée au grand combat porté au niveau national par la FHF. Tout d'abord, vous venez de l'aborder brièvement. La négociation des accords du Ségur de la santé vous a fortement mobilisé et a probablement constitué une étape importante de vos fonctions nationales. Ces accords ont permis des avancées majeures sur le plan des ressources humaines. Pourriez-vous tout simplement nous partager votre expérience ? Bien volontiers, d'autant plus qu'elle a été vécue, cette expérience, avec une de vos collègue aussi à moi, Amélie Roux, qui était d'ailleurs aussi jeune collègue. Et donc, c'était un moment assez inouï. Pourquoi inouï ? Parce que c'était un appel de la Fédération hospitalière de France, eu égard le contexte de crise sanitaire et les enseignements que nous pouvions en tirer. C'était de dire, il est temps qu'un effort soit fait sur le niveau de rémunération des professionnels de santé. Il en va de la pérennité du dispositif et des établissements, et puis du niveau d'investissement des hôpitaux publics qui était descendu à un niveau historiquement bas. Tout ceci était dû à une décennie 2000 de maîtrise des dépenses publiques, et puis le moteur de cette maîtrise des dépenses publiques au plan national est bien sûr l'hôpital public seul à être régulé dans tous ces aspects. Donc au moment d'affronter la crise sanitaire du Covid, l'hôpital public était exsangue sur le plan de l'investissement et financier et extrêmement contraint sur le plan des ressources humaines, puisque comme vous le savez, le premier poste de dépenses budgétaires à l'hôpital, ce sont les dépenses de personnel, et lorsqu'il s'agit de maîtriser les dépenses, c'est d'abord ce poste-là qui est concerné. Et donc, nous avons pu, fort de la qualité de la gestion de la crise sanitaire, dont nous pouvons être fiers des équipes, des établissements, à la fois dans la gouvernance, des équipes dirigeantes et bien sûr des autres professionnels, nous avons pu mettre en évidence, et tout le monde a pu le constater, que l'hôpital public avait été le bouclier sanitaire de la nation. Et c'est ce qui nous a permis, outre bien sûr nous connaissions l'hôpital public et notamment les CHU pour leur excellence, mais de mettre en évidence ce rôle de bouclier sanitaire, il était incontestable et incontesté. Et c'est ce qui a légitimé en fait l'ouverture des accords du Ségur. Vous affichez comme engagement fort l'accès à la santé pour les femmes.
Par exemple, la FHF a porté avec l'Institut de sondage Ipsos une enquête sur les biais sexistes dans l'accès aux soins. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cet engagement et de la forme qu'il prend dans vos fonctions? Tout à fait. Alors cet engagement, il vient en compléter 2 autres. Je venais d'évoquer, la gestion de la crise sanitaire et nous avions pris aussi comme engagement que chaque année, nous interrogerons notre système de santé le 17 mars, date, commémorative et à la fois sur l'accès aux soins, c'est ce que nous avons fait la première année et la deuxième année, nous avons décidé de non seulement l'interroger sur l'accès aux soins, mais de l'interroger aussi sur la santé des femmes et sur la psychiatrie et santé mentale. Et quelle n'a pas été notre surprise que de constater que s'agissant de la santé, alors d'abord l'accès aux soins, il y a une dégradation qui se confirme avec le renoncement aux soins. Et puis sur la santé des femmes, ce qui pouvait être intuitif était démontré à la fois sur le fait que les femmes elles-mêmes sous-estiment leur santé alors même qu'elles s'occupent énormément de la santé de leur entourage. Et ça, à hauteur de 40%. Le deuxième aspect, c'est de constater que lorsqu'une femme se présente aux urgences pour un problème d'oppression, on va probablement investiguer des problématiques hormonales ou psychologiques de charge mentale. Alors qu'à l'inverse, si un homme dit « je suis oppressé », la première question, on va demander s'il a mal, si ça irradie dans le bras gauche. Et donc, on voit bien que là, et ça a été attesté, puisque à la fois, au-delà de notre sondage, l'Académie de médecine a mis en évidence une surmortalité des femmes dans les pathologies cardiovasculaires, parce qu'effectivement, il y a un biais sexiste, heureusement qui se corrige désormais, puisqu'on voit notamment que dans les essais cliniques, le taux d'inclusion des femmes a fortement évolué, qui tenait à la fois à la formation initiale des médecins et puis à tous les travaux de recherche qui étaient prioritairement faits sur des hommes et donc qui ne prenaient pas en compte les caractéristiques féminines. Donc ce volet-là est en train de se corriger, il faut absolument l'accélérer, même si malheureusement, quand on regarde ce qui se passe au plan international et qu'on voit combien la recherche est malmenée, notamment aux États-Unis, on peut s'inquiéter, donc ce n'est pas un combat gagné. Et puis l'autre volet aussi, c'est en matière d'accès aux soins pour les femmes, lorsque l'on constate que nous avons des difficultés à recruter ou à avoir des rendez-vous chez un gynécologue, pédiatre, psychiatre, il faut absolument s'interroger et orienter notre système de santé pour former des médecins dans les disciplines dont nous avons besoin. Je rappelle que les femmes font partie de plus de 50% de l'humanité. Donc, sauf à les supprimer, je ne vois pas comment on pourra y remédier. Mais voilà, donc globalement, des biais sexistes qui ont commencé à être corrigés, mais qu'il convient, et ça c'est une lutte incessante, à poursuivre. Vous étiez présidente de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers au moment de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire. Alors pour nos auditeurs, nous avons abordé les GHT, groupements hospitaliers de territoire, lors de l'épisode précédent, mais concrètement, quelle analyse portez-vous aujourd'hui sur le moment de leur instauration et quelles sont les perspectives que vous voyez pour ces GHT? Les groupements hospitaliers de territoire ont été salvateurs et nous avons pu le démontrer dans la gestion de la crise sanitaire. Il a fallu, rappelez-vous, très rapidement créer des places supplémentaires de lits de soins critiques. Grâce aux groupements hospitaliers de territoire, et surtout quand la gouvernance, il y avait un commandement unifié, nous avons pu très vite organiser une gradation des soins, libérer des lits de soins critiques en orientant les patients vers d'autres lits, des lits de médecine, des lits de soins de suite et de réadaptation. Donc premier point, un facteur très favorisant pour organiser la gradation des soins et l'ouverture massive de lits de soins techniques. Deuxième point, toujours dans la gestion de la crise, tout ce qui relevait de la plateforme logistique et d'approvisionnement. Là encore, c'est grâce au groupement hospitalier de territoire, grâce aux établissements support, grâce aussi aux centres hospitaliers universitaires.
Au moment de leur création, les groupements hospitaliers de territoire avaient pour objectif principal de mieux organiser notre offre de soins publics qui se heurtait à 2 difficultés majeures. À la fois des tensions sur le personnel médical, insuffisamment de médecins et particulièrement sur des disciplines où il y a de la permanence des soins. Et puis le deuxième volet, c'était optimiser au mieux les parcours de soins, non plus uniquement à l'échelle de l'hôpital, mais à l'échelle du territoire. Donc on peut dire que sur ces 2 volets, les groupements hospitaliers de territoire ont répondu présent et ont été très efficaces. Maintenant, il s'agit pour les groupements hospitaliers de territoire de tirer les enseignements aussi et la plus-value et des éléments qui ont été apportés dans le cadre de la gestion de la crise et par exemple d'intégrer un volet gestion de crise à l'échelle du GHT et pas uniquement à l'échelle de l'établissement, d'intégrer aussi une gestion prévisionnelle en ce qui concerne l'évolution des métiers, des compétences et notamment dans les disciplines médicales à l'échelle aussi du groupement hospitalier de territoire et de faire en sorte aussi de proposer des déroulés de carrière aux professionnels de santé à l'échelle aussi du groupement hospitalier de territoire, ce qui serait aussi une plus-value. Donc encore beaucoup de sujets à traiter, mais nous nous basons également sur une enquête que nous avons lancée auprès des GHT. 100 GHT sur 135 ont répondu et nous constatons, la totalité des GHT ont répondu. Il nous reste juste un focus sur les territoires ultramarins sur lesquels nous travaillons et nous constatons que majoritairement, les GHT répondent à une organisation plus performante des parcours et des filières de soins. La FHF est actuellement fortement mobilisée pour défendre l'hôpital public et son financement dans un contexte d'injonction à des restrictions budgétaires. Toutefois, le système ne vous apparaît-il pas un peu à bout de souffle et peut-il encore se réformer? Oui, alors vous avez raison d'évoquer la notion de système. C'est le système de santé qui est à bout de souffle. Et effectivement, la FHF a proposé, dans le cadre d'ailleurs d'une loi de programmation en santé, je rappelle que ces dernières années, nous avons une loi de programmation en ce qui concerne la justice, l'intérieur et la défense, et qu'il est temps que nous ayons notre loi de programmation en santé qui soit réellement basée sur des objectifs de santé publique, qui inscrivent des perspectives en matière de formation des professionnels, qu'ils soient paramédicaux ou médicaux, qui aussi permettent de tirer tous les enseignements en termes d'innovation, en termes d'investissement, et qui permettent de donner de la lisibilité aux professionnels, mais également que nous puissions nous engager sur un système de santé qui soit performant, responsable et durable. Ce qui permet de dire qu'en ce qui concerne la performance de l'hôpital, contrairement aux idées reçues, l'hôpital est performant. Citons juste que quelques chiffres. C'est plus de 17 millions de séjours. C'est 80% des séjours complexes. C'est 85% des séjours de réanimation. C'est 100% des greffes à titre d'exemple. Et puis, c'est 80% de la prise en charge en psychiatrie adulte, 95% pour la pédopsychiatrie. Donc, vous dire combien l'hôpital est performant en assurance, là, au quotidien, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Mais également en assurant 85% de la permanence des soins, alors qu'il ne dispose que de 69% du financement des lignes. Donc, vous voyez, ça permet peut-être, pour pouvoir bien questionner le système de santé, il faut identifier les problèmes là où ils sont. De la même façon, imaginez qu'on va faire des économies en réduisant le personnel administratif dans les hôpitaux. Pardonnez-moi cette ironie, c'est parce que non seulement c'est de la désinformation, et c'est même de l'infox, parce que le secteur public est le secteur public qui compte le moins de personnel administratif. Il y a plus de personnel administratif dans les cliniques et plus de personnel administratif dans les ESPIC. Alors, notre système de santé, nous le voulons performant, durable et responsable. Et pour cela, il y a des leviers d'efficience.
ils sont à court et moyen terme. Si nous prenons les leviers à court terme, nous savons aujourd'hui qu'il y a des actes qui sont surrémunérés dans la nomenclature des actes médicaux aujourd'hui, alors que leur bénéfice est plus le même escompté qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, il convient de réduire la rémunération de ces actes. Et puis, nous savons par ailleurs qu'il y a des actes qui sont insuffisamment rémunérés. Et donc, il convient de rétablir cela. Il convient aussi de lutter contre les actes redondants. Il convient aussi de faire en sorte, alors d'ailleurs, ce n'est pas la FHF qui le dit, mais la Cour des comptes qui l'a dit, qui a identifié 2 actes, les actes de dialyse et ceux liés à la radiothérapie, qu'il considère comme surrémunérés et qui peuvent constituer des niches de lucrativité. Il est important de lutter contre cela. Et puis le deuxième, qui à court et moyen terme, c'est la prévention. La prévention, nous sommes toujours sur un système de santé qui est trop curatif et pas préventif. Or, la prévention, elle peut avoir des résultats également immédiats et à court terme. Je donne juste un exemple. Nous mettons en place ce que nous appelons la responsabilité populationnelle autour de la prise en charge du diabète de type 2, un fléau aujourd'hui. Dans tous les territoires où cette approche populationnelle qui décloisonne ville-hôpital, qui donne du sens à l'exercice des professionnels, qui associe les associations et les mairies, nous constatons une chose, c'est que nous avons une chute de 50% des hospitalisations via les urgences pour complications du diabète de type 2. Nous avons une hausse de 70% des prises en charge en ambulatoire et nous avons un coût moyen du patient de 6% inférieur aux autres territoires. Donc, c'est possible. Donc, voilà des leviers, pour n'en citer que 2, voilà des leviers d'efficience, mais qui nécessitent du courage, de la détermination, de la durée et des arbitrages au bénéfice de l'intérêt général. Et pour terminer cette partie, voyez-vous d'autres enjeux prioritaires touchant la santé publique sur lesquels la FHF est particulièrement mobilisée? Vous avez évoqué la polémique sur la part administrative à l'hôpital, mais en voyez-vous d'autres, par exemple la transition écologique ou le numérique, sur lesquels vous êtes particulièrement positionné? Oui, tout à fait. Évoquer un système de santé responsable, performant et durable, c'est en finir avec les politiques de rabot contre-productives et qui, in fine, coûtent plus cher à la société. L'état de la santé du patient se dégrade, il arrive, ça a un coût, bien sûr, un coût pour son bien-être et puis ça a un coût pour la société. On le voit aussi avec les investissements liés à la transition écologique, liés à la mise en œuvre des énergies renouvelables. Beaucoup d'établissements se sont engagés dans cette transition écologique, tant dans le fonctionnement que dans les investissements nouveaux. Et il faut absolument continuer à les accompagner. Parce que si on arrête brutalement cela, non seulement ce sera contre-productif sur notre santé, sur l'environnement, mais également sur les dépenses publiques. Le deuxième, nous avons lancé le premier baromètre de l'IA en santé et nous constatons que les établissements ont bien pris le virage de l'IA. Seulement, nous avons un retard à l'allumage au plan national, sur le plan juridique, puisque nous avons besoin que soient anticipés et accompagnés au mieux les établissements dans ce domaine. Et donc, nous allons y œuvrer fortement. Pour conclure cet entretien, nous allons terminer avec quelques questions plus personnelles. Y a-t-il une valeur ou une conviction qui guide toutes vos décisions? Des valeurs humaines, des valeurs de responsabilité, la question de la citoyenneté en santé, et puis la question que je viens de vous évoquer, de la performance, de la durabilité de notre système de santé, qui, comme je vous l'indiquais, est quand même un ciment de notre démocratie. Alors, vous avez évoqué quand même les visites que vous faites dans les établissements partout en Hexagone et en Outre-mer, mais est-ce que malgré tout, le terrain ne vous manque pas un peu?
Alors je dois vous dire que, j'y suis plongée quotidiennement sur le terrain. Quotidiennement d'abord, à titre personnel puisque, je côtoie au quotidien un PH, pour ne pas vous en dire plus, donc autant vous dire et qui exerce depuis toujours à l'hôpital public et puis, dans une discipline en tension et puis par ailleurs, j'y suis plongée quotidiennement aussi parce qu'il n'y a pas un sujet qui ne nous ramène pas, au quotidien et donc la nécessité à la fois de faire le point, avec les acteurs, du terrain, la nécessité aussi, d'échanger bien sûr avec les experts, mais d'échanger aussi, avec les établissements. Et puis, je dirais que, nous sommes toujours, moi je suis toujours en déplacement, hein, sur différentes thématiques, donc je suis souvent dans les établissements, qu'il s'agisse de l'Hexagone ou de l'outre-mer et que c'est vrai que je suis viscéralement attachée au terrain. Et si vous deviez prodiguer un conseil à une jeune directrice ou à un jeune directeur en sortie d'école comme nous, que lui diriez-vous? Bah, je vous dirais que vous embrassez un formidable métier. Un métier qui est passionnant, qui est plein de sens, qui est au service de l'intérêt général et des autres. Bravo pour cela. Certes exigeant, parfois, voire souvent malmenant, mais vous dire combien, les professionnels et la population vous en sont reconnaissants. Eh bien, merci beaucoup, Madame Rillet, pour cet échange et pour votre regard éclairant. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode de Fil Directeur.